Bonjour, ravi de vous revoir après plusieurs mois d'absence. Dans cette vidéo, je vais vous parler des dernières découvertes réalisées sur l'intestin. Vous allez voir que cet organe est essentiel pour notre santé. Notre intestin, et notamment notre gros intestin, est composé de 100 000 milliards de bactéries réparties sur à peu près 1 millier d'espèces. Depuis quelques années, l'ensemble de ces bactéries constitue ce que l'on nomme le microbiote. Le microbiote représente 1,5 à 2 kg de bactéries. Dans ces 2 kg de bactéries, on a à peu près 95% de bactéries qui sont inoffensives et qui sont même bonnes pour la santé et 5% de bactéries qui peuvent être pathogènes. Cela dépend du contexte, on le verra par la suite. Nous avons tous un microbiote différent, même les vrais jumeaux ont des microbiotes différents. Notre microbiote a plusieurs fonctions, moi je vais vous détailler les 6 principales. La première fonction est une fonction digestive, c'est-à-dire que les bactéries adorent les fibres, notamment celles contenues dans les végétaux. La deuxième fonction est une fonction hormonale puisque certaines bactéries de notre intestin sont capables de produire des hormones comme la sérotonine. La troisième fonction est une fonction métabolique puisque les bactéries sont capables de produire des vitamines et des enzymes, c'est notamment le cas de la vitamine K impliquée dans la coagulation du sang. La quatrième fonction très importante est la fonction immunitaire puisque les bactéries sont capables de produire des antibiotiques naturellement et des antibiotiques surtout spécifiques qui sont beaucoup plus efficaces que les antibiotiques prescrits par les médecins. La cinquième fonction est une fonction régulatrice puisque les bactéries sont capables de réguler notre appétit et donc en conséquence notre alimentation. Enfin, la sixième fonction est une fonction nutritive puisqu'il faut savoir que 90% de l'alimentation est composée par ce que nous mangeons dans les repas et les 10 autres pourcents, ce sont les bactéries qui nous donnent à manger. Aujourd'hui, de nombreuses études scientifiques nous montrent que plusieurs maladies peuvent être liées à un déséquilibre de bactéries au niveau de notre intestin. C'est notamment le cas du surpoids et de l'obésité, de la maladie de Crohn, des allergies, de la polyarthrite rhumatoïde ou encore de la maladie d'Alzheimer. Si je fais juste une parenthèse sur les allergies, il y a 30 ans, il n'y avait qu'une personne sur 10 qui était allergique à quelque chose. Aujourd'hui, c'est quasiment une personne sur 3. Des chercheurs ont aussi montré que certaines bactéries arrivaient à extraire plus facilement les calories des aliments. C'est notamment le cas des personnes en surpoids et c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi les personnes prennent du poids. D'autres recherches ont montré que le déséquilibre du microbiote pouvait favoriser l'installation des levures au niveau de l'intestin. Or, on sait que les levures aiment le sucre, ce qui fait que nous, après, on a tendance à aimer de plus en plus les aliments sucrés. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de déséquilibre dans les bactéries, c'est ce que l'on nomme les dysbioses intestinales. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui mangeait beaucoup de sucre, tous ces sucres vont arriver au niveau du côlon ascendant ici, où les sucres vont venir fermenter, vont venir produire des gaz, et c'est ce qui peut produire des ballonnements et des douleurs au niveau du ventre. Le fait de manger en excès des sucres va créer ce qu'on appelle une dysbiose de fermentation. D'autre part, si vous êtes quelqu'un qui mangeait beaucoup de protéines, il faut savoir que l'excès de protéines va être digéré au niveau du côlon descendant où il va y avoir une dysbiose de putréfaction, c'est-à-dire que le côlon va produire beaucoup de gaz qui sont très mauvais et vous pouvez avoir des douleurs liées au ballonnement. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs arrivent à montrer que plusieurs déséquilibres des bactéries au niveau de notre intestin sont liés en partie à notre alimentation qui est très riche en céréales, en sucre, en produits transformés, en produits industriels donc, mais aussi à tous les pesticides, aux antibiotiques, bref, vous avez de nombreux facteurs alimentaires qui peuvent perturber notre flore intestinale. Je vous le disais en introduction, nous avons tous un microbiote différent et la raison elle est très simple, c'est qu'il y a 150 fois plus de gènes dans nos bactéries par rapport à nos cellules. Malgré la diversité des microbiotes, des chercheurs allemands ont découvert en 2011 qu'on pouvait avoir 3 grandes familles de bactéries, c'est ce qu'on appelle les entérotypes. Dans la première famille, on retrouve les Bacteroides qu'on retrouve notamment chez les mangeurs de viande. La deuxième famille est composée par les bactéries que l'on nomme Prevotella, qui sont notamment présentes dans les intestins des végétariens. Enfin, la troisième famille, c'est ce qu'on appelle les bactéries Ruminococcus, mais là je ne vais pas développer puisqu'elle est assez controversée par les scientifiques à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on ne sait pas avec précision encore si c'est plutôt l'alimentation qui influence la famille de bactéries ou si c'est plutôt la famille de bactéries qui va influencer notre comportement alimentaire. Quoi qu'il en soit, comme l'épigénétique, on sait que l'environnement joue quand même un rôle primordial sur la famille de nos bactéries intestinales. Si on prend en compte l'environnement, ça veut dire que l'alimentation, l'activité physique, la pollution, le fait de boire de l'alcool, le fait de fumer, le fait de manger des pesticides ou encore le fait de prendre des antibiotiques va influencer plus ou moins la famille des bactéries qui composent notre intestin. Je vais vous parler maintenant de la manière dont se forme notre microbiote. Notre microbiote se détermine très tôt, avant notre naissance. Depuis 2014, nous savons que notre placenta n'est pas stérile à 100%. Lors du premier trimestre de grossesse, les bactéries de la mère, et notamment les bactéries de la flore buccale, vont venir imprégner le fœtus. Ensuite, l'accouchement est un moment décisif dans la formation du microbiote du bébé. Si la mère accouche par voie basse, le bébé va venir s'imprégner des bactéries de la flore vaginale de sa mère
Et on sait aujourd'hui que la flore vaginale est fortement liée à la flore intestinale de la mère. Ce qui veut dire que si la mère s'alimente bien pendant la grossesse et avant la grossesse, elle va transmettre des bonnes bactéries à son enfant. Cependant, depuis 2 à 3 générations, les chercheurs nous montrent une dégradation de la flore intestinale à cause de 3 raisons. On a l'arrivée dans l'alimentation de pesticides, mais aussi la surconsommation d'antibiotiques et enfin la prise de la pilule contraceptive. Un autre problème important, c'est qu'aujourd'hui, un tiers des enfants naissent par voie césarienne. On constate chez ces enfants qu'il y a plus de risques de développer des allergies ou de l'asthme. Il faut parfois attendre 6 à 7 ans pour que la flore intestinale se rééquilibre comme un enfant qui naît par voie basse. Un des meilleurs moyens pour donner un bon microbiote à son enfant, ça reste pour la mère d'allaiter son enfant. En effet, le lait maternel est très riche en bonnes bactéries, il va permettre à l'enfant de prévenir tout un ensemble de maladies. C'est notamment le cas de l'intolérance au gluten. Je change à présent de sujet pour vous parler d'autres découvertes scientifiques sur notre intestin qui sont très impressionnantes. En effet, des chercheurs ont montré que notre intestin possède autant de neurones que notre cerveau, environ 100 millions de neurones. C'est la raison pour laquelle on parle de deuxième cerveau ou de cerveau entérique. Quand notre corps est en bonne santé, les neurones de notre intestin peuvent fonctionner en autonomie sans liaison avec le cerveau principal. Par contre, en cas de problème, ils vont utiliser l'ensemble de ces neurones, le nerf vague qui remonte progressivement jusqu'au cerveau principal. Comme il est constitué de neurones, notre intestin est aussi capable de produire des neurotransmetteurs. C'est le cas notamment de la sérotonine, l'hormone du bien-être, qui est produite à 95% par notre intestin. Des chercheurs sont même arrivés à changer le comportement de souris en transplantant des bactéries de souris craintives sur des souris téméraires et inversement. Pour de rares patients, le fait de supprimer certains aliments allergènes ne suffit pas et il faut parfois agir sur le nerf vague. Aujourd'hui, la meilleure technique dans la médecine pour agir sur le nerf vague, c'est l'hypnothérapie. L'hypnothérapie permet de dénouer certaines tensions et de reconstruire de nouvelles connexions nerveuses. Chez les enfants surtout, l'hypnothérapie est très efficace, même plus efficace que les médicaments, puisque les médicaments peuvent réduire la douleur de 40%, alors que l'hypnothérapie peut diminuer la douleur de 90%. Je vais maintenant vous parler de la différence entre les prébiotiques, les probiotiques et les antibiotiques, puisqu'on parle de plus en plus des prébiotiques et des probiotiques dans les médias. Les prébiotiques sont en fait des fibres qu'on retrouve notamment dans les végétaux. Alors il faut savoir que ces fibres ne sont pas digérées par l'intestin grêle, mais par le gros intestin et ils permettent de donner de l'énergie au gros intestin. Le problème aujourd'hui avec l'alimentation moderne, c'est que nous avons réduit la part des végétaux et donc la part de fibres dans notre alimentation, ce qui fragilise bien sûr notre flore intestinale. Je passe maintenant aux probiotiques qui sont des micro-organismes qui permettent de diminuer la prolifération des substances nuisibles. La meilleure source naturelle de probiotiques reste les produits fermentés. On retrouve par exemple la choucroute ou certains laits ou certains yaourts fermentés comme le cafilus. Cependant, si vous n'aimez pas trop ce genre d'aliments, vous pouvez aussi vous diriger vers des probiotiques sous forme de gélules. Pensez à demander à votre pharmacien si les gélules contiennent plus de 8 milliards de bactéries, sinon les gélules sont peu efficaces. Enfin, les antibiotiques, ce sont des molécules capables de tuer les bactéries. Le problème, c'est qu'elles vont tuer les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes bactéries de la flore intestinale. Le problème, c'est que quand nous consommons trop d'antibiotiques, notre corps va devenir résistant aux antibiotiques. D'où la promotion, les antibiotiques, c'est pas automatique. Il faut savoir qu'il existe 2 autres méthodes en plus des prébiotiques et des probiotiques pour rééquilibrer votre flore intestinale. La première méthode consiste à consommer des végétaux biologiques. Alors pourquoi biologiques? Tout simplement puisque dans les végétaux biologiques, nous avons des micro-champignons et dans ces micro-champignons, il y a des endobactéries. Les endobactéries permettent de vraiment donner de l'efficacité à la flore intestinale. Le docteur Bruno Donatini a mis en place tout un traitement à base de champignons et d'huile essentielle pour rétablir l'équilibre de la flore intestinale. Enfin, la dernière méthode pour soigner les intestins consiste à utiliser des bactériophages. Les bactériophages sont des virus qui n'infectent que les mauvaises bactéries de manière spécifique. Il faut savoir qu'on utilisait les bactériophages dès le début du XXe siècle, avant l'avènement des antibiotiques. L'intérêt de cette thérapie, que l'on nomme phagothérapie, c'est que les virus sont capables de tuer les bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai l'intérêt et l'importance de l'activité physique. À bientôt!